La sagesse en lien avec l'étude du passé de l'humanité. Donc, c'est ce dont il sera question dans le cadre de l'enregistrement d'aujourd'hui, qui est réalisé le 20 août de l'année 2025. En fait, depuis plusieurs mois, je fais la lecture de livres qui ont été écrits par Yuval Noah Harari, historien d'origine israélienne. Et je trouve ça très intéressant, ces livres. Et ces livres me ramènent souvent une forme de sagesse qui peut découler de l'étude du passé de l'humanité. Il peut y avoir naturellement différentes sagesses qu'on peut étudier. Donc, une sagesse qui est liée à l'étude de la philosophie du jovialisme, centrée sur le bonheur. Une sagesse en relation avec l'étude de la philosophie du bouddhisme, mais aussi une sagesse qui est en relation avec l'étude de l'histoire et de voir que pendant de nombreux millénaires, une très longue période de temps, l'être humain se comportait, avait une vie, un environnement différent de beaucoup d'êtres humains de l'époque présente. C'est-à-dire que pendant longtemps, la réalité des chasseurs-cueilleurs, donc les êtres humains qui se nourrissaient à travers la chasse d'animaux, et aussi de manger, par exemple, faire la cueillette de fruits, de légumes, était très différente de la réalité humaine aujourd'hui. Et le décalage par rapport à la réalité biologique du corps humain, par rapport auquel il a évolué, s'est développé, s'est adapté sur le plan génétique pendant des millénaires, versus des changements très rapides dans l'histoire au cours des dernières, en fait du dernier siècle entre autres, et le développement rapide de la société de consommation avec l'ère industrielle, la production de masse. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que le contexte a changé très rapidement par rapport à l'humanité au niveau de la société, mais nos corps biologiques ne sont pas adaptés nécessairement au contexte présent. Et là, ça crée des stress, ça crée des problèmes à différents niveaux. Donc, l'un des plus flagrants en lien avec les problèmes, c'est l'ère industrielle a donné accès à une grande quantité de nourriture à l'être humain. Et aujourd'hui, on se ramasse avec des problèmes d'obésité qu'il n'y avait pas dans le passé de l'humanité. Donc, on va parler d'ailleurs d'épidémies de gens obèses. Et la raison, c'est que le sucre à bon marché est abondant, est facile d'accès. Et là, ça va créer des problèmes, entre autres, comme le diabète, l'obésité morbide, etc. Donc, mais le point, c'est de réaliser pourquoi qu'on est en venu là, en lien avec la compréhension de certains mécanismes biologiques, dans le sens que, comme ce que j'en ai compris de la lecture de différents livres de Yuval Noah Harari, c'est qu'à la base, le sucre dans la nature, c'est quelque chose qui est plutôt rare et qu'il était adapté sur le plan humain, que l'être humain consomme, s'il a accès à du sucre en grande quantité. Pourquoi? Dans un contexte de vie où l'être humain ne sait pas s'il va manger à tous les jours. C'était la réalité des chasseurs-cueilleurs, dans le sens que un chasseur-cueilleur, une journée, il peut chasser des animaux. À un moment donné, il en attrape. L'autre jour, la chasse n'est pas bonne, il n'en attrape pas. Donc, il est confronté à vivre un état de jeûne intermittent. L'autre journée, là, il va trouver un champ avec des fraises, puis là, il va pouvoir en manger. Après ça, une fois qu'il en a mangé, ça ne veut pas dire qu'il va en avoir l'autre jour d'après, et ainsi de suite. Donc, dans un contexte de rareté de la nourriture, d'être programmé sur le plan biologique pour aimer le sucré, puis faire des réserves de calories pour faire face aux jours ou aux périodes de disette, était très adapté. Sauf dans un contexte moderne où on a accès à un supermarché, à un paquet de calories partout, et qu'on est encore programmé pour être accro au sucre, ça ne l'est plus. Donc, sur le plan de l'adaptation biologique, nos corps sont adaptés par rapport à la base à un contexte qui a perduré pendant plusieurs millénaires,
qui est très, très différent du contexte présent. Et la compréhension fondamentale de ça nous permet de nous ajuster dans notre vie et de remettre les choses en contexte. Donc, prendre du recul critique par rapport à la société, le monde dans lequel on vit. En fait, le point, c'est que dans un contexte de rareté, consommer du sucre en grande quantité, puis le fait que le sucre appelle le sucre, dans le sens que quelqu'un commence à manger un dessert sucré, il en prend une bouchée, ah, j'en veux encore, j'en veux encore. Dans un contexte, premièrement, dans le passé, il n'y avait pas de dessert sucré, il n'y avait pas de cuisson, c'était des fruits sucrés, comme par exemple des bleuets, des fraises. Mais le fait d'aimer le sucre était adapté dans un contexte où la personne ne mangeait pas à tous les jours. Tandis qu'aujourd'hui, si la personne a accès à la nourriture facilement à tous les jours, être accro au sucre, ça ne l'est pas. C'est important d'être conscient de ça. Sinon, dans le passé, dans la réalité des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas de l'alcool que les gens pouvaient acheter là, en abondance comme aujourd'hui là, dans des bouteilles. Ça n'existait pas. L'alcool en passant est très sucré, mais ça peut être néfaste pour la santé, comme plusieurs d'entre vous le savent déjà. Il n'y avait pas de gens accros à la cigarette. Dans un passé lointain, les gens ne fumaient pas la cigarette. Il n'y a pas de dépendance en nicotine. Nos corps ne sont pas adaptés pour fumer la cigarette. Si on s'appuie sur des antécédents de plusieurs millénaires. En fait, ce qui s'est passé, c'est les changements sociaux importants et intensifs dans les 150 à peu près dernières années, en lien avec l'industrialisation. Puis on est dans une période de mutation accélérée de changement au niveau technologique. Là, dans la période présente, on est dans celle où il y a l'arrivée massive de l'intelligence artificielle et ça va sans doute créer aussitôt de formes de déséquilibre parce que nos corps biologiques, il y a plusieurs millénaires, il n'y en avait pas. Donc, mais ça peut apporter certains apports aussi. Il faut regarder les pour et les contre comme dans toute chose. D'ailleurs, le développement de l'intelligence artificielle, il en parle, là, Yuval Noah Harari, là, entre autres dans son livre qui s'appelle Homo Deus, l'homme-dieu, qui vise à aborder le futur de l'humanité, tandis que le livre qui s'appelle Sapiens, c'est en relation avec le passé de l'humanité, ce qui est différent. Mais bon, je vais revenir là, à mon commentaire. Donc, le fait que, par exemple, l'être humain va aimer manger de la matière grasse, c'était pas problématique dans un passé parce qu'il mangeait pas à tous les jours, mais ça peut l'être aujourd'hui. C'est sûr que dans la nature, il n'y avait pas d'aliments transformés, comme par exemple la crème glacée. Des bonbons, des sucreries. C'est sûr que quelqu'un qui veut améliorer son alimentation, le raisonnement à faire est extrêmement simple. C'est ce que je mange, est-ce qu'un cueilleur-chasseur aurait pu manger ça dans le passé? Par exemple, si quelqu'un mange des fraises, la réponse c'est oui, mais s'il mange la crème glacée aux fraises, la réponse c'est non. Il n'y avait pas ça. Et c'est sûr que quelqu'un qui élimine toute alimentation transformée, ça risque d'être susceptible d'être bon pour sa santé. Par contre, naturellement, s'il mange des fruits et des légumes, c'est idéalement manger biologique sans que ça soit exposé à des produits chimiques, dont des perturbateurs endocriniens, entre autres, là, ou certains qui peuvent être néfastes pour la santé. Parce que dans le passé, naturellement, il n'y avait pas de pesticides. Ça n'existait pas. Mais c'est sûr que manger biologique, ça coûte plus d'argent, là. Donc, c'est une question de priorité de chacun aussi, là. Mais des fois, je m'amuse, dans le fond, à regarder par rapport à ma fille, parce que j'ai une jeune fille qui a un peu plus de 2 ans et demi. Puis je vois très clairement que, dans le fond, quand c'est des aliments à caractère sucré, elle va plus aimer ça que quand ça ne l'est pas. Puis elle va aimer, entre autres, la crème glacée sans surprise. Pourquoi? L'un des goûts des bases par rapport auxquels notre corps biologique est programmé, c'est le sucré. Et historiquement, c'était pour des raisons de survie. Donc, sur le plan adaptatif, pour les chasseurs-cueilleurs, d'aimer le goût sucré, d'en raffoler, c'est excellent.
pour qu'ils puissent survivre à travers le temps et faire des réserves de calories pour faire face aux périodes de disette. Dans le contexte actuel, ça ne l'est pas nécessairement. Fait que là, on est confronté à une situation où notre programmation génétique n'est pas adaptée à notre contexte contemporain. Donc, des fois, je m'amuse à dire des fois des gens de mon entourage, est-ce que tu connais un animal qui mange de la crème glacée ou qui mange des barres de chocolat dans la nature? La réponse, c'est non. Les animaux, ils ne les transforment pas par eux-mêmes. Par contre, si tu regardes, par exemple, un singe, le singe va manger des bananes. Le singe va manger certains fruits. Bon, ben, il y a une sagesse derrière ça. Si vous mangez des fruits comme les animaux, par rapport à la réalité de base que notre biologie est adaptée, c'est susceptible d'être plus sain pour la santé. Naturellement, je ne suis pas nutritionniste, je ne donnerai pas de conseils par rapport à la situation spécifique de chacun. Mais à la base, les êtres humains mangeaient des choses qui étaient non transformées. Ça, c'est pas discutable, là. Mais je vais continuer par rapport à la sagesse liée à l'étude des êtres humains du passé. C'est que dans le passé, les gens vivaient des périodes en n'étant pas alimentés. Parce que la personne, du jour au lendemain, surtout si c'est une tribu nomade, bon, ben, elle passe d'un secteur à l'autre, à un moment donné dans un autre secteur, puis elle n'est pas capable de trouver des fruits pour de la cueillette, ou la chasse va pas bien parce qu'elle connaît pas trop le gibier. Bon, ben, s'il y a des périodes où les gens mangent pas, c'est plus adapté, donc des périodes où le corps biologique va être plus adapté, par exemple, à connaître ce qu'on va appeler aujourd'hui le jeûne intermittent, qu'une abondance de nourriture. La compréhension à laquelle j'en suis venu au fil du temps, c'est que le corps humain est plus adapté sur le plan biologique s'il connaît une restriction légère de calories qu'une consommation en trop grande quantité de calories. Donc, c'est plus nuisible pour sa santé de consommer des calories en trop grande quantité qu'en étant légèrement sous-alimenté. Puis, il y avait des recherches que j'avais déjà vues aussi dans le passé qui démontraient que être légèrement sous-alimentation, attention, ici, c'est un sujet qui est délicat. Je ne fais pas la promotion de ça pour tout le monde. En fait, je le fais pour personne en réalité parce que si la personne touche à son régime alimentaire naturellement, ben ça a des conséquences. Donc, je ne dis pas aux gens de changer leur régime alimentaire, mais j'avais eu vent de recherches qui expliquaient qu'une légère restriction calorique permettait, entre autres, l'autophagie. Donc, l'organisme va se manger de l'intérieur par rapport aux éléments plus faibles, les cellules qui sont dysfonctionnelles, entre autres. Donc, l'autophagie peut amener, entre autres, l'organisme à, dans le fond, dévorer des cellules qui ont des altérations génétiques et ainsi empêcher, dans une certaine mesure, le développement de cancer ou certaines problématiques pour que les cellules qui sont dysfonctionnelles ne prolifèrent pas. Donc, ça peut être une réalité. Où il y a des gens, j'avais déjà entendu parler, qui étaient atteints du cancer, ils font de l'autophagie en pratiquant le jeûne, et les cellules cancérigènes privées de sucre, ben, à ce moment-là, vont se dégrader. Et apparemment, quelqu'un qui va priver l'organisme de sucre, les cellules vont se dégrader liées du cancer, puis vont se mettre à mourir, à la différence des cellules saines qui sont adaptées pour survivre en contexte où il y a une privation de sucre, tandis que les autres ne le sont pas. Mais c'est sûr que j'avais vu une vidéo d'un gars, le gars il était obèse, puis naturellement, ben, il avait fait un jeûne pendant une longue période de temps parce qu'il avait quand même des réserves importantes, puis il dit qu'il s'était guéri lui-même d'un cancer comme ça. Par contre, l'individu qui est maigre à la base, puis il se met à jeûner dans l'optique de guérir d'un cancer, s'il n'y a pas trop de réserves, je ne sais pas à quel point ça peut être viable, là. Donc, il y a des questionnements à avoir par rapport à tout ce que j'aborde aujourd'hui. Ne me croyez pas sur parole, faites vos vérifications. Mais le point de la compréhension que j'en ai, c'est que le jeûne intermittent a de nombreux bienfaits, puis c'est plus adapté comme comportement que la suralimentation qui a de nombreux méfaits pour la santé.
Donc, au niveau de la programmation biologique de base, ma conclusion auquel j'en viens au fil de mes études, au fil des ans, c'est que le corps humain est davantage adapté pour vivre une situation de privation légère de nourriture que de surabondance de nourriture, que le contexte de surabondance de nourriture est spécifique par rapport aux 150 dernières années en contexte occidental de société de consommation industrialisée. Puis du 150, puis c'est pas tout à fait ajusté parce que l'abondance est encore plus vraie dans les dernières décennies. Là, donc, depuis peut-être la Révolution tranquille, où ça s'est amplifié, là, donc les années 1960. Donc, c'est tout récent sur le plan historique, d'où la raison pour laquelle c'est pas nécessairement ajusté en lien avec notre réalité biologique de base. Un autre aspect que je voulais aborder, c'est que l'être humain va avoir de fortes pulsions sexuelles et que le fait que l'être humain, en général, soit programmé pour avoir régulièrement une activité sexuelle est en relation avec le fait que dans le passé, il y avait une mortalité infantile importante, élevée. Donc, la médecine n'était pas autant développée qu'aujourd'hui et beaucoup d'enfants naissaient dans les premiers jours, premières années de vie. Donc, c'était une réalité malheureuse pour beaucoup de parents. Alors qu'aujourd'hui, avec les progrès de la science, c'est très différent. Mais le point, c'est que le corps biologique humain, la raison pour laquelle au niveau de l'adaptation biologique, l'être humain a constamment des activités sexuelles ou que ce soit très présent, c'était pour des raisons de survie. C'est ce qui peut favoriser la survie de l'être humain. Et ceux qui avaient plus de libido ou de l'activité sexuelle se reproduisaient, tandis que ceux qui en avaient peu ou pas, ben ça diminuait leur reproduction. Donc, ce qui amènerait, si on le regarde, ce qui amenait entre autres logiquement les êtres qui étaient plus portés vers la sexualité de se reproduire en héritant de l'héritage génétique de leurs ancêtres. Donc, mais c'est une réalité que dans le contexte présent, où, par exemple, la mortalité infantile a été essentiellement neutralisée dans les pays occidentaux, le fait que l'être humain ait autant de pulsions sexuelles, c'est pas nécessairement adapté. C'est pas nécessaire. Les gens aient continuellement des activités sexuelles, mais c'est en lien qu'un héritage biologique au niveau génétique par rapport aux antécédents du passé. C'est ce qui permet de comprendre ça. Puis là, c'est sûr que quand on écoute la TV, on voit sur les réseaux sociaux, beaucoup de contenu est orienté vers la sexualité ou de scènes qui évoquent la sexualité pour des raisons de programmation génétique et que les gens vont en lien avec leur programmation, ça va attirer leur attention, d'où le fait que ce soit les influenceurs sur YouTube ou également là, les gens qui font des séries télévisées vont faire exprès pour mettre l'emphase là, sur cette dimension-là, là, souvent là, dans plusieurs vidéos. Sinon, ben, une autre réalité qui est abordée dans les œuvres de Yuval Noah Harari, c'est le fait que la monogamie et le mariage, c'est une invention qui est liée avec la sédentarisation de l'être humain et l'apparition de l'agriculture. À l'époque des chasseurs-cueilleurs, les gens vivaient en meute, il y avait des relations sexuelles entre eux, et il n'y avait pas la notion de propriété, à savoir, bon, telle terre est à telle personne ou à telle famille, ça n'existait pas. Et la notion de propriété a amené la sédentarisation des gens et que, dans le fond, le mariage des gens par rapport à, bon, il y a des gens qui sont mariés, vivent sur tel territoire, mais à l'époque des chasseurs-cueilleurs, il n'y avait pas des tests sur le plan génétique qui pouvaient servir à identifier c'était qui le père biologique d'un enfant. Et la femme pouvait avoir des relations sexuelles avec plusieurs hommes et on ne savait pas trop c'était qui le géniteur, à la différence d'aujourd'hui. Donc, le contexte était très différent. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la monogamie est une invention qui est venue après les réalités biologiques humaines fondamentales de chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est plus récent dans l'histoire. Par la suite, dans l'époque présente, on va faire la promotion du sport, de l'entraînement physique, mais il faut réaliser puis s'entraîner dans des salles avec des appareils, mais il faut réaliser que c'est une invention qui est récente.
dans le sens que nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs, ils n'allaient pas se lever le matin pour aller au gym. Pourquoi? Ben, leur réalité nécessitait qu'ils bougent continuellement, dans le sens que les chasseurs-cueilleurs devaient être très actifs physiquement pour tuer des animaux pour s'en nourrir ou faire la cueillette de fruits et de légumes, donc dans l'environnement. Puis se déplacer aussi. Donc, la notion de s'entraîner à salle, puis être sédentaire, vivre à un endroit spécifique, c'est plus récent sur le plan historique. Probablement que certains de nos ancêtres qui regarderaient notre mode de vie actuel trouveraient notre mode de vie très étrange. Et ce qu'il faut réaliser, c'est que sur le plan médical, les problèmes de santé sont apparus, entre autres, en lien avec certains sports. Donc, on va parler pour les joueurs du tennis elbow, parce que les joueurs de tennis font des mouvements répétitifs au niveau de leur coude en utilisant la raquette. Ou il y a des gens à répétition ou des gens qui jouent au tennis qui font des mouvements saccadés avec les genoux. Ça amène une dégradation du cartilage par rapport entre les os par rapport aux jambes. Puis là, à un moment donné, ben, si l'os, les os se frottent les uns sur les autres parce que le cartilage, un peu comme un coussin, en ce qui concerne le genou, est dégradé, ben là, ça amène des problèmes de santé. Puis qu'est-ce qui amène une usure prématurée par rapport à ça? C'est les mouvements répétitifs. Les chasseurs-cueilleurs, dans le passé, quand ils faisaient de la chasse, une journée à l'autre de chasse, c'était très différent. Et il n'y avait pas nécessairement des mouvements répétitifs, comme par exemple les gens qui font du sport ou les gens qui travaillent dans des entreprises de production industrielle ou dans le domaine de la construction et font continuellement les mêmes mouvements. Ça, c'est, dans le fond, ça va à l'encontre de la sagesse historique qui était liée au fait que dans le passé, les gens faisaient une variété de mouvements. À un moment donné, j'avais déjà discuté avec un homme qui avait développé des problèmes de genoux avec une usure prématurée du cartilage par rapport aux genoux, tout simplement parce que son travail faisait en sorte qu'il devait se pencher à répétition pour soulever des tiges de métal et ensuite les déplacer d'un point A à un point B. Donc, il se mettait à genoux pour les soulever du sol, ensuite il élevait, puis il déplaçait à un autre endroit. Bon, ben quelqu'un qui fait ça plus que 100 fois par jour sur une longue période de temps, ben à un moment donné, le monsieur, il avait rencontré son médecin en raison de douleurs aux genoux, puis le médecin il expliquait, il disait, écoutez, monsieur, vous avez les genoux finis, un peu comme une personne de 80 ans et plus, sauf que le problème, c'est que le monsieur il en avait à peu près 50. Donc, le mouvement répétitif, c'est pas dans la nature. Trouvez-moi, par exemple, un singe qui va faire par lui-même continuellement ce type de mouvement-là. Il n'y en a pas. Bon, il y a des singes qui vont faire certaines mimiques ou des trucs répétitifs, mais les animaux, en général, ils ont une variété de mouvements. Puis il y a beaucoup de problèmes de santé par rapport au fait que sur le plan sportif, il y a des athlètes qui s'usent prématurément en faisant le même type de mouvement d'une manière trop intensive. Puis ça, c'est pas adapté avec les réalités naturelles. Donc, pour moi, l'athlétisme, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie, là, mais l'histoire de performer pour aller aux Jeux olympiques, dans ma perspective à moi, vous n'êtes pas obligé d'être en accord, mais pour moi, c'est un non-sens parce que ça amène une usure prématurée. Un athlète de haut niveau qui va performer, par exemple, dans le tennis, puis fait des mouvements réguliers saccadés par rapport aux genoux qui créent des chocs, ben, peut-être que la personne ça va nuire à son cartilage des genoux ou d'autres types de disciplines amènent d'autres problèmes de santé à cause des trop grandes répétitions. Donc ça, c'est à prendre en considération. Mais souvent aujourd'hui, à l'époque présente, les gens vont s'entraîner physiquement pour compenser le manque d'activité physique lié à leur quotidien ou à leur travail, entre autres. Donc, sinon, ce que je voulais aborder, ben, c'est sûr que il y a certains sports qui amènent des problèmes quand même assez lourds, là. Je veux dire, quelqu'un qui fait du football, puis
il reçoit régulièrement des coups sur la tête, bon, ben ça occasionne des traumatismes crâniens multiples. Même chose, quelqu'un qui fait de la boxe, ça peut occasionner ça. Dans la nature, les gens, ils boxaient pas à tous les jours, puis après ça, ben, ça amène des lésions au cerveau, voire même des problèmes cognitifs. Donc, tu sais, tout ça, c'est en lien avec le fait que les gens, si on prend un recul, un recul historique par rapport à l'époque présente, en prenant une distance, ben, on va dire, ben là, ça fait... De toute façon, dans la vraie vie, quelqu'un qui reçoit des coups sur la tête régulièrement, on va dire que c'est néfaste pour la santé. Mais le boxeur qui va être sur le ring va être encensé par le public. Mais dans les faits, quelqu'un qui reçoit régulièrement des coups sur la tête, un chasseur-cueilleur, ben, on peut dire objectivement que c'est néfaste, tandis que l'autre, le boxeur, ben, on va le voir dans certains cas comme étant quelqu'un qui est un héros, s'il réussit à triompher d'un adversaire, et ainsi de suite. Il va y avoir une certaine valorisation, alors que dans un passé historique, ça ne l'était pas. Sinon, ce que je voulais dire, c'est que si on comprend qu'à la base, l'être humain ne faisait pas tout le temps les mêmes mouvements sur le plan physique, ça pourrait réduire un paquet de blessures, que ce soit lié à l'activité sportive ou au travail, en évitant de faire ça, justement. Au même titre que si on comprend que dans le passé, puis nos corps ne sont pas adaptés à une grande quantité de sucre, d'où les problèmes contemporains comme le diabète, ou l'obésité, puis si les gens mangent moins sucré, ben là, il va y avoir un paquet de problèmes de santé qui vont être réglés en lien avec ça. D'ailleurs, ça me faisait penser, j'avais écouté à un moment donné un documentaire par rapport, dans le fond, aux colonisateurs qui est arrivé en Australie, donc des Occidentaux, qui ont introduit le mode de vie lié à la société de consommation au fil du temps, par rapport aux peuples autochtones qui résistaient en Australie. Et ça a été documenté. On a vu une explosion chez les aborigènes par rapport au cas de diabète, alors qu'avant ça, ça n'existait pas. Donc, il n'y avait pas autant de problèmes de diabète. Et ça a été le mode de vie, entre autres, boire de la liqueur sucrée qui a amené ça. Pourquoi? Ben, boire de la liqueur sucrée, ben, ça n'existe pas de la liqueur sucrée dans la nature. Ça fait partie des aliments transformés. Dans certains cas, ce changement de mode de vie a été plus nuisible pour la santé. Et ça a été un changement qui a été fait au cours des dernières décennies. Puis ça a été intéressant de voir le documentaire par rapport au fait que le mode ancestral de vie qu'avaient les aborigènes en Australie était plus adapté pour leur santé que les modifications qu'ils ont faites en lien avec des gens qui sont arrivés en Australie, là, des pays occidentaux. Sinon, en fait, ce que je voulais dire, c'est que dans la nature, les gens qui vont se faire des piercings pour les oreilles ou se mettre des piercings, des anneaux dans le nez ou dans d'autres orifices corporels, ben, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas la maîtrise du métal, du pliage du métal, et nos corps biologiques ne sont pas adaptés par rapport à cette réalité-là. L'un des éléments qui m'amène à dire ça, c'est tout simplement les cas d'infections multiples que des gens peuvent vivre en ayant des piercings. Pourquoi? Parce que le corps va interpréter l'élément en métal, dans certains cas, comme étant une menace, un corps étranger, et va réagir par rapport à ça. Donc, c'est ça, puis le piercing peut occasionner une plaie, puis la plaie peut s'infecter. Donc, dans la nature, par eux-mêmes, vous ne verrez pas des singes avoir des piercings. Donc, c'est ce type de sagesse-là que les enregistrements du Yuval Noah Harari me ramènent. Même chose pour les boucles d'oreilles. Donc, ça ne fait pas partie à l'origine ce qu'était l'être humain d'avoir des piercings un peu partout dans le corps. Bon, mais c'est sûr que les gens qui m'écoutent, si vous en avez des piercings, ça vous appartient. Là. Moi, je fais juste aborder le type de sagesse lié à l'histoire que j'entrevois, entre autres, en lien avec la lecture des travaux du Yuval Noah Harari, là, tout simplement. Sinon, les talons hauts.
Dans la nature, naturellement, les chasseurs-cueilleurs n'avaient pas de talons hauts. Les talons hauts qui peuvent occasionner des déséquilibres de la posture. Donc, ça, c'est une aberration que je trouve, dans le sens que régulièrement, je vais me promener à l'extérieur, je vais prendre des marches dehors, puis il y a toujours il y a des gens que je vois, que j'entrecroise au fil des jours, donc des voisins et voisines, puis il y en a une, elle prend sa marche rapide avec des talons hauts. Puis ça fait des années qu'elle fait ça. Moi, je trouve ça inintelligent, parce que notre corps n'est pas fait pour ça, surtout pas dans le cadre d'une marche rapide. Pour moi, c'est une aberration. Trouvez-moi dans la nature un animal qui va par lui-même naturellement se faire des talons hauts et puis les porter. Il n'y en a pas. Donc, comment dire, nos chasseurs-cueilleurs n'en avaient pas. Imaginez quelqu'un qui cherche à faire de la chasse avec des talons hauts, ça ira pas bien pour courir, pour attraper un gibier. C'est pas nécessairement adapté. Les talons hauts, dans le fond, c'est arrivé par la suite. Les talons hauts, en fait, j'avais déjà entendu parler que l'interprétation, pourquoi que, entre autres, il y a des hommes qui aimaient voir des femmes avec des talons hauts, c'est que le fait que des femmes vont porter des talons hauts, ça va amener une inclinaison du corps de la femme qui va rappeler l'inclinaison qu'elle peut avoir au moment de l'orgasme. Tout simplement par rapport au positionnement des hanches. Puis, bon, il y avait une dimension, il y a plusieurs dimensions liées à ça, là. Mais le point que je voulais faire, c'est que ça peut amener un déséquilibre postural. Même chose pour l'utilisation du cellulaire chez les jeunes. Donc, les jeunes qui vont regarder le téléphone intelligent plusieurs heures par jour, naturellement, les chasseurs-cueilleurs n'en avaient pas, des cellulaires. Là, ça peut nuire au développement de la croissance de la colonne vertébrale. Donc, puis le passer plusieurs heures devant les écrans, naturellement, ça peut amener des problèmes par rapport aux yeux qui sont pas qui ne regardent pas suffisamment au loin. À part si la personne fait une pause 20-20-20, c'est-à-dire pendant 20 secondes, regarder à 20 mètres à tous les 20 minutes pour amener un changement par rapport à l'œil. Donc, quelqu'un qui regarde tout le temps à court terme. Puis après ça, on se ramasse avec des problèmes de myopie de grande échelle chez les jeunes qui passent leur temps devant leur écran. Bon, mais c'est sûr que notre corps biologique n'est pas adapté par rapport à ça. Et c'est ça, entre autres, qui occasionne des problèmes. C'est de le comprendre. Sinon, ben, c'est sûr que par rapport à ma fille puis l'utilisation de couches, dans le fond, je regardais ça, des fois je réfléchissais en disant, ben, les couches, c'est quelque chose de récent qui est apparu, c'est pas en lien avec les lois de la vie. On crée des couches jetables. Bon, on a utilisé au début des couches réutilisables là, un certain temps. C'est plus pratique à changer quand l'enfant urine, donc ça peut se laver, mais quand l'enfant défèque, c'est du caca en grande quantité. La quantité augmente au fil des semaines, au fil des mois. Donc c'est sûr qu'un enfant qui a passé l'âge de 2 ans, il fait plus caca en grande quantité que lorsqu'il avait quelques mois, puis c'est normal, c'est en proportion avec le fait qu'il grandit, il croît plus, et aussi il mange plus et défèque plus. Mais tu sais, des fois, je regarde ça, bon, je vais changer les couches de ma fille, je prends la couche, je mets ça dans la poubelle. Là, je me dis, c'est comme un non-sens, parce que dans l'environnement, à la base, qu'est-ce qui serait arrivé? Ma fille aurait déféqué au sol et les excréments auraient servi d'engrais pour tout simplement servir à faire pousser des végétaux. Puis, ça c'était ajusté sur le plan naturel, autant des chasseurs-cueilleurs. Ils ne portaient pas des couches, mais ils déféquaient un peu partout. Puis, dans le fond, c'était comme une forme d'engrais naturel pour les végétaux. Là, qu'est-ce qui se passe? Bon, l'enfant défèque dans une couche parce qu'on ne veut pas qu'il défèque par terre dans une maison pour salir la maison. Mais aujourd'hui, on a des maisons, mais dans un environnement passé lointain, les gens vivaient en nature, il n'y avait pas de maison.
Fait que là, on voit qu'un changement amène un autre changement, et ainsi de suite. Donc, le fait qu'on vit dans des maisons, ça devient comme logique que les enfants portent des couches pour pas qu'ils fassent leurs besoins un peu partout et qu'ils salissent. Mais en faisant ça, on va prendre les couches, on va les jeter dans la poubelle. Et les couches, naturellement, ça crée de la pollution par la suite. Là, c'est entreposé dans des sacs de poubelle, ce qui n'est pas nécessairement intelligent. Puis là, ça crée des monticules de déchets. Donc, il y a toute une chaîne suite à ça de déséquilibre que ça occasionne. Puis nos problèmes de pollution sont en lien avec les modifications du mode de vie, dans le sens qu'à l'origine, lorsqu'il y avait peu ou pas de transformation de la matière, la pollution n'existait pas. Quand il n'y avait pas de plastique, entre autres, là, c'est un des problèmes très graves de l'époque présente, la pollution par rapport au plastique, puis les microparticules qu'on va retrouver un peu partout sur Terre, même dans des zones qui ne sont pas habitées, qui sont présentes dans l'environnement parce que ça se propage, c'est un problème contemporain. Les chasseurs-cueilleurs ne faisaient pas d'articles en plastique. Il n'y avait pas ce problème-là. Et ce qu'ils utilisaient, que ce soit du bois, c'est biodégradable. Ensuite, la nourriture qu'ils mangeaient directement aussi. Donc, il n'y avait pas les problèmes de l'époque présente, mais il n'y avait pas non plus les avantages, dans le sens que l'espérance de vie aujourd'hui est nettement plus élevée. Puis il y a des problèmes qui ont disparu, dans le sens que la mortalité infantile a essentiellement disparu dans les pays occidentaux. Ensuite, le fait de pouvoir être attaqué ou dévoré par un animal sauvage, naturellement, ça a essentiellement disparu. Donc, il y a des choses qui s'améliorent avec l'apparition de la technologie, du développement technique, mais il y en a d'autres qui se dégradent. Tout est à double tranchant. Donc, sinon, en fait, en parlant de pollution, il y a naturellement la pollution de l'époque actuelle associée à l'utilisation de produits ménagers avec la présence de perturbateurs endocriniens qui peuvent, par exemple, nuire à la fertilité des femmes. Donc, une femme qui utilise régulièrement des produits ménagers est exposée à ça. Ça peut nuire à sa fertilité parce que ça va perturber le fonctionnement de son organisme, son exposition récurrente aux produits chimiques. Mais c'était pas le problème des chasseurs-cueilleurs. Il n'y avait pas ce problème-là. Par contre, il n'y avait pas des cliniques de fertilité. Donc aujourd'hui, on crée des problèmes. Dans certains cas, il y a des problèmes de fertilité liés à l'exposition à des produits chimiques, mais par la suite, on cherche à compenser en développant le génie génétique et des cliniques de fertilité pour permettre aux êtres humains de se reproduire pour compenser les problèmes qui ont été occasionnés précisément par rapport à l'être humain qui a changé son mode de vie au cours des millénaires. Donc, on cherche à compenser. Donc, c'est intéressant à prendre en considération. Sinon, en fait, notre mode de vie, moi, je vis présentement dans le pays du Canada, au Québec. Bon, ben, c'est un endroit où il fait froid l'hiver, puis c'était pas nécessairement adapté à des réalités historiques, dans le sens que c'était pas un endroit aussi densément peuplé qu'aujourd'hui, là, où ce que je suis, là. Excusez. Dans le passé, en fait, il n'y avait pas d'électricité. Tout le mode de vie contemporain, où ce que les gens vont vivre dans des zones qui font moins 30, dans des maisons, tout ça est possible grâce au développement technique, comme par exemple l'apparition du chauffage. Mais le mode de vie qui est adapté à l'être humain, c'est de vivre en zone qui est chaude. Donc, plus par rapport au centre de la Terre, en zone équatoriale, entre autres, que de vivre dans le nord ou au pôle sud. D'ailleurs, quand les gens sont privés du soleil, le contact de la peau par rapport au soleil, ça amène les êtres humains à être carencés en vitamine D. Donc, nos peaux sont faites à un certain niveau pour être exposé au soleil. Naturellement, s'il y a une trop grande exposition, quelqu'un peut développer un cancer de la peau parce que la peau interprète ça comme une menace, une agression, puis ça peut amener des mutations, etc., une dégradation, mais à une certaine échelle, on a besoin d'un minimum de vitamine D ou d'exposition au soleil pour fonctionner. Et ça, les ancêtres chasseurs-cueilleurs qui vivaient dans une nature, qui vivaient entre autres dans la jungle avec une abondance de végétaux, d'animaux, le connaissaient.
Mais de vivre dans un pays occidental où il peut faire froid, c'est pas nécessairement adapté à la réalité biologique fondamentale de l'être humain. Passer une journée, par exemple, à travailler de manière intellectuelle, assis à un bureau, c'est pas adapté, d'où le fait que les gens vont compenser en s'entraînant physiquement, mais dans le passé, comme mentionné précédemment, les gens bougeaient tellement sur le plan physique en étant des chasseurs-cueilleurs, en étant occupés à survivre pour s'alimenter, qu'il n'y avait pas, il y avait pas le temps ou il n'y avait pas l'intérêt non plus de s'entraîner physiquement comme aujourd'hui peuvent le faire des athlètes pour compenser le fait qu'il n'y avait pas d'activité physique. C'était un contexte différent. Mais le point, c'est que l'essentiel de notre programmation génétique est adapté pour vivre dans un contexte qui n'est pas celui dans lequel on le vit. Puis là, c'est d'essayer d'être intelligent pour trouver un équilibre en relation avec ça ou une compréhension. Donc, c'est ce que je voulais dire, entre autres, dans le cadre de l'enregistrement, parce que de l'étude de l'histoire des antécédents de l'être humain, il y a une très grande sagesse. Puis souvent, quand j'étudie, entre autres, dans le domaine de l'alimentation, ça me ramène tout le temps au concept que moins un aliment est transformé, meilleur est pour la santé. Mais en réalité, moins que l'aliment est transformé, mieux il est adapté à la réalité biologique de l'être humain fondamentale. C'est la compréhension à laquelle j'en viens. Donc, il y a beaucoup de choses à tirer profit de l'étude de l'histoire. Et c'est dans un esprit de partage donc que j'ai fait l'enregistrement d'aujourd'hui, qui sert à comprendre puis mettre en contexte certains phénomènes, entre autres. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir. Qui est réalisé le 20 août de l'année 2025.